Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire de la commission conseil de la CPME Gironde, le rendez-vous des TPE-PME. Nous abordons aujourd'hui un sujet d'actualité pour bon nombre d'entreprises, pour les salariés et leurs employeurs, le télétravail. Nous accueillons deux experts RH pour parler de ce sujet, sachant que cette pratique concernait jusqu'alors 3% des actifs et qu'aujourd'hui, 40% de la population active exerce le télétravail. La question qui nous intéresse est celle du juste équilibre entre les intérêts, les droits, les obligations des employeurs et des salariés sur cette pratique. Marine Duclos, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat conseil sur Bordeaux, travailliste, vous dirigez votre propre cabinet, Marine Duclos, conseil, formation, médiation, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour Laurent. Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Laurent Palmentier, vous êtes référent RH au sein d'un organisme parapublic, D2C, vous accompagnez les TPE, les PME sur la Gironde, sur toutes les problématiques RH. Bienvenue, merci d'être présent aujourd'hui. Merci Emmanuel. Alors, sans attendre, entrons dans la sphère juridique, dans le cadre légal du télétravail avec Marine. Alors, je vous demande juste une petite minute. Je vais partager un document. Alors, effectivement, je vais vous présenter quel est le cadre légal aujourd'hui du télétravail, sachant que de récentes négociations ont quelque peu modifié ce cadre légal. Tout d'abord, quelles sont les sources légales et conventionnelles qui encadrent le télétravail? Il y a un accord national interprofessionnel, un ANI de 2005, qui date de 2005, qui est le premier accord cadre en fait sur le télétravail, qui est toujours en vigueur. Il y a également le Code du travail, les articles L 1222-9 et suivants du Code du travail, qui ont été largement modifiés par les ordonnances Macron en 2017. Récemment, un accord cadre au niveau européen a été créé et qui a fait l'objet d'une sorte de transposition puisque le 26 novembre dernier, donc très très récemment, on est vraiment dans l'actualité, un nouvel accord national interprofessionnel a été conclu et qui a réuni les grandes organisations syndicales représentatives à la fois de salariés et d'employeurs et bien évidemment au titre des employeurs la CPME. Cet accord donc a été conclu le 26 novembre dernier à l'issue de 5 réunions au cours du mois de novembre et aujourd'hui il est en cours de signature. Donc il y a sur le principe donc une volonté de signature de la quasi-totalité des organisations syndicales, employeurs et salariés, à une exception près et encore ça reste à vérifier, hein, peut-être signeront-ils, hormis la CGT. Donc, c'est un accord qui, quand même, emporte l'unanimité. On va voir donc dans ces quelques slides que je vous présente quels sont les grands contours de ce cadre légal issu de cet accord national interprofessionnel. Avant d'entrer dans le cadre de l'accord qui vient d'être conclu, il est important de revenir sur la définition du télétravail d'un point de vue légal. Le télétravail répond à la définition suivante, c'est toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Cette définition du télétravail selon le Code du travail est intéressante et elle révèle déjà les caractéristiques principales et les critères en fait du télétravail. Puisqu'on voit que premier critère, c'est un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut exclure, par exemple, les activités ou les postes de travail qui, par nature, sont itinérants. Les salariés qui se déplacent constamment, qui n'ont pas de lieu de travail, qui ne sont pas affectés à l'entreprise. Donc déjà, ne sont pas concernés par les télétravail, les itinérants purs. Deuxièmement, on vous dit un travail qui est exécuté hors des locaux de l'employeur. Mais ce n'est pas forcément au domicile des salariés. Dans une large majorité, ce sera le domicile du salarié qui sera le lieu du télétravail. Mais ça peut tout à fait être un autre lieu, défini conjointement, et on pense évidemment aujourd'hui, avec le développement des coworking, à ces espaces de coworking. Autre critère très important, de façon volontaire.
bien évidemment, de façon volontaire, l'employeur ne peut pas subir cette décision du salarié, et il est plutôt fait référence là au salarié qui doit être volontaire pour exécuter son travail en télétravail. On ne peut pas le forcer. Et enfin, dernier critère, le télétravail est rendu possible parce que aujourd'hui, nous avons des technologies de l'information et de la communication qui nous permettent, grâce auxquelles on peut accéder à du travail en distanciel. Donc déjà, dans cette définition, on a le cadre du télétravail. Alors, il faut distinguer deux situations et on va nous privilégier plutôt le télétravail dit normal, puisque à côté de ce télétravail normal, qui est un mode d'organisation du télétravail, du travail dans l'entreprise, il y a le télétravail exceptionnel. Alors, vous voyez, j'imagine tous à quoi je fais référence, bien sûr. On l'a largement connu et utilisé durant l'année 2020 et encore aujourd'hui à cause de la pandémie. Donc, effectivement, le télétravail exceptionnel, c'est un télétravail qui est mis en place eu égard à des circonstances exceptionnelles et qui est considéré comme un aménagement du poste qui est rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'entreprise et garantir la protection des salariés, notamment en cas d'épidémie. Cette décision relève, vraiment j'insiste là-dessus, du seul pouvoir de direction de l'employeur. C'est-à-dire que là, le caractère volontaire, c'est une exception, des circonstances exceptionnelles qui génèrent cette exception. La volonté des salariés n'est pas requise. Et d'ailleurs, pas réellement la volonté des employeurs, puisque si on en croit notre ministre du Travail, elle a bien dit, le télétravail n'est pas une option lors d'une de ses récentes allocutions. Donc, il s'imposerait parce qu'on est en circonstances exceptionnelles. C'est pas tellement ce télétravail exceptionnel qui nous intéresse aujourd'hui, mais plutôt le télétravail normal. Et si on se servait de cette expérience qu'on a largement connue en 2020 pour en faire un mode d'organisation classique de son entreprise. Et c'est sur cette base-là que les négociations à l'accord national interprofessionnel se sont nouées pour justement se servir de notre expérience désormais du fait de ces circonstances exceptionnelles pour écrire un cadre. Alors, ce qui est important, avant que je vous dise comment concrètement mettre en place le télétravail dans votre entreprise, c'est que je vous explique que dans l'accord national interprofessionnel de 2020, du 26 novembre, il est répété à plusieurs reprises. Il y a un principe directeur qui est favoriser le dialogue social. C'est un maître mot très très important dans l'ANI qui n'est pas une obligation, mais qui est une recommandation extrêmement forte et extrêmement présente. Donc, en fait, on peut, quand on a entendu cette recommandation, on peut effectivement mettre en place le télétravail sous trois formes, soit via la négociation d'un accord collectif. Donc là, on est bien dans le cadre de la négociation. Alors, les accords collectifs, selon les règles de la négociation collective en droit du travail, pour les entreprises disposant de délégués syndicaux, évidemment, avec le monopole syndical. Mais on sait qu'aujourd'hui, on peut négocier des accords collectifs avec d'autres partenaires, notamment le comité social et économique. Donc ça, on va dire, c'est la première piste qui est largement favorisée par l'accord national interprofessionnel. En second lieu, à défaut d'accord collectif, à défaut de représentants, à défaut de volonté ou à défaut de parvenir à un accord aussi, parce qu'on peut lancer une négociation mais ne pas y parvenir, à défaut, l'employeur peut élaborer de manière unilatérale une charte de télétravail, et il devra, même si elle est élaborée de manière unilatérale, la soumettre à l'avis, à la consultation du comité social et économique. S'il n'y a pas de CSE, bien évidemment, il ne la soumettra pas à l'avis du CSE. Et là encore, l'accord national interprofessionnel insiste en disant que, à défaut de représentants du personnel, l'employeur doit favoriser la concertation directe avec l'ensemble des salariés. Donc, ce qui est, entre guillemets, bien vu, qui n'est qu'une recommandation, mais insistée, c'est d'échanger avec l'ensemble du personnel à défaut de représentants. Et enfin, troisième voie pour mettre en place le télétravail d'un point de vue légal, ça peut être de gré à gré, c'est-à-dire un accord entre l'employeur et les salariés. Donc là, on n'est plus dans la mise en place collective, mais dans une mise en place individuelle. Si vous envisagez de mettre en place le télétravail de manière collective, mieux vaut avoir un cadre collectif identique pour tous, pour éviter les ruptures d'égalité et surtout la rediscussion systématique de toutes les conditions. Mais on peut tout à fait imaginer que si peu de postes sont concernés par le télétravail, voire un seul poste, il est tout à fait possible aujourd'hui à un employeur et son salarié d'en convenir de manière bilatérale entre deux.
Avant de mettre en œuvre, donc on est toujours dans le cadre de la mise en place, deux choses sont très, très importantes avant de rédiger cet accord, enfin au tout début de la rédaction de l'accord ou de la réflexion en tout cas. C'est tout d'abord l'identification des activités. Quels postes ou quelles activités au sein d'un même poste peuvent être télétravaillables, sont télétravaillables? Bien sûr, on voit aisément qu'un ouvrier agricole ne pourra pas télétravailler. Bon, c'est très évident ce que je vous dis, mais c'est… Et on peut avoir des postes plus ambigus, où une partie des tâches est télétravaillable, d'autres pas. Donc ça, ce travail d'identification est très important, et il relève, et ça c'est intéressant parce que l'accord national interprofessionnel l'a confirmé, il relève du seul pouvoir de direction de l'employeur. Donc vous êtes seul maître à bord, chef d'entreprise, pour dire qui peut télétravailler, qui ne peut pas. Deuxième grand principe avant la mise en place de ce télétravail, être sur ce double volontariat dont je parlais tout à l'heure, le caractère volontaire. Bien sûr, la volonté de l'employeur de le mettre en place. On ne peut pas contraindre un employeur à le mettre en place s'il ne souhaite pas du télétravail dans son entreprise. Ça va être plus compliqué, je vous le concède, si vous l'avez utilisé pendant les circonstances, enfin pendant la pandémie, d'expliquer à vos salariés que ce n'est pas souhaitable. Mais en tout cas, on ne peut pas vous y obliger juridiquement. Et deuxième contrainte de ce volontariat et avantage, c'est que le salarié doit être volontaire. Donc, un salarié qui refuserait, qui serait le seul à refuser dans votre entreprise de télétravailler, alors vous avez mis en place une charte de télétravail, eh bien, il a le droit de refuser. Et évidemment, son refus ne pourrait pas entraîner des conséquences disciplinaires, sanctions disciplinaires. Alors, lors de la rédaction de l'accord collectif, de la charte de télétravail, il y a un contenu minimum, qui est celui-ci que vous voyez à l'écran. Tout d'abord, il faut qu'il y ait les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à un non-télétravail, ce qu'on appelle la réversibilité. Elle doit être prévue par accord. Il doit également y avoir les modalités d'acceptation par le salarié du télétravail. Les modalités de contrôle du temps de travail et la régulation de la charge de travail. Alors ça, c'est un élément hyper important. Tout employeur a l'obligation de contrôler le temps de travail de ses salariés, mais a fortiori, lorsque le salarié est à distance, il doit bien évidemment s'assurer que le salarié réalise son temps de travail, mais ne dépasse pas son temps de travail, bénéficie bien de son temps de repos, etc. C'est en lien aussi avec tout ce qui a trait à la déconnexion. On y reviendra rapidement. Le document collectif doit déterminer les plages horaires durant lesquelles l'employeur peut contacter le salarié en télétravail. Ça veut dire c'est les heures pendant lesquelles il sera sous la subordination de l'employeur et il devra être disponible à la fois pour travailler et pour être joint. C'est important, ces plages horaires, parce qu'en fait, elles vont aussi avoir une incidence sur, par exemple, la qualification d'accident de travail. Un accident survenu durant ces heures de télétravail est présumé accident de travail. Si on est en dehors des heures de télétravail, normalement, ce n'est pas un accident de travail. Donc, il est important également de déterminer ces heures. Et enfin, volonté également de l'accord national interprofessionnel de faciliter l'accès des travailleurs handicapés au télétravail et donc de prévoir des dispositions et des modalités d'accès spécifiques pour ces personnes. Lorsque l'accord collectif, la charte est établie, on est toujours dans la notion de collectif, il faut également une nécessaire, c'est prévu par l'accord national interprofessionnel, une formalisation de ce télétravail par tout moyen. Alors soit l'accord ou la charte a dit comment ça allait se formaliser. Alors quand on parle de formalisation, par exemple, c'est un avenant au contrat de travail qui va prévoir le télétravail. Mais l'accord national interprofessionnel n'exige pas un avenant, il dit par tout moyen, c'est une formalisation, quand on parle de formalisation, c'est par écrit. Cette formalisation doit prévoir les modalités d'articulation entre télétravail et présentiel, notamment la fréquence du télétravail. Et là, l'accord national interprofessionnel est très intéressant puisqu'il préconise l'équilibre entre télétravail et travail sur site, donc pas du télétravail à 100%. Cette formalisation doit également prévoir la période d'adaptation, une sorte de période d'essai pour le télétravail et la fixation d'un délai de prévenance si l'une ou l'autre des parties n'était plus volontaire pour faire du télétravail. Donc, prévoir cette période un peu probatoire, c'est très intéressant. Il prévoit également le rattachement hiérarchique, les modalités d'évaluation de la charge de travail, les modalités de compte-rendu, de liaison avec l'entreprise. Tout ce qui a trait aussi aux équipements, les TIC, les technologies d'information et de la communication, et les règles d'utilisation de ces outils.
La prise en charge des coûts, est-ce que ce sont des outils professionnels? Est-ce que ce sont des outils privés? Dans ces cas-là, est-ce qu'il y a une prise en charge par l'employeur? Donc, la prise en charge des coûts, des assurances, du matériel, la réparation, des règles très pratico-pratiques. Voilà, ça, c'est dans cette formalisation. Ça peut tout à fait être déjà prévu dans l'accord collectif, mais si c'est pas prévu dans l'accord collectif, ça doit être prévu dans la formalisation avec le salarié. Et enfin, la prise en charge des frais professionnels. Alors, ces frais professionnels, ils ont fait l'objet de pas mal de discussions parce que l'ANI de 2005 prévoyait une prise en charge de frais d'installation du bureau, ce sur quoi étaient revenues les ordonnances Macron. Et là, l'accord national interprofessionnel tranche en quelque sorte en disant il n'y a pas de prise en charge automatique de frais liés au télétravail, sauf si le salarié a des frais liés à celui-ci. Je m'explique plus clairement peut-être. En fait, tous les frais qu'un salarié engendré par le travail pour un salarié doivent être pris en charge par l'employeur. C'est une obligation légale. Eh bien, si le télétravail entraîne des frais supplémentaires, ils doivent être pris en charge par l'employeur. Les principes fondamentaux un peu en synthèse, et ça sera la dernière partie, quasiment la dernière partie. Bien sûr, un télétravailleur est un salarié comme un autre, donc toute la réglementation du travail, tous les droits auxquels a accès un salarié sont bien évidemment les mêmes pour un télétravailleur. Je pense au droit à la formation, à l'évaluation, tout ce qui touche à l'égalité professionnelle, etc. Je vous parlais tout à l'heure d'accident de travail, la présomption d'accident de travail. Le télétravailleur bénéficie d'une présomption d'accident de travail à partir du moment où il est victime d'un accident pendant ses heures de travail, même si c'est à son domicile. Grand principe également du télétravail, le droit à la déconnexion. Donc, l'employeur doit aller au-delà de contrôler le temps de travail. Il doit s'assurer que le salarié déconnecte lorsqu'il est à son domicile et n'est pas connecté en permanence avec son travail et qu'il a bien des temps de repos. Il y a également dans les principes fondamentaux pour justement limiter la charge de travail et pour l'évaluer, la mise en œuvre d'un entretien annuel portant sur la charge de travail. Donc, vous connaissez certainement tous l'entretien professionnel qui est biannuel. Et bien là, ça sera un entretien désormais annuel à partir du moment où le salarié télétravaille. L'ANI recommande la mise à disposition également de numéros verts, tels que le gouvernement a pu le mettre en place, de listes de contacts, d'urgence, les coordonnées de service RH pour éviter que les salariés ne soient trop isolés avec les risques que cela comporte, dont je laisserai Laurent parler. Et puis, l'accord national interprofessionnel indique une vigilance à avoir, une vigilance accrue à avoir à l'égard de certains publics. On pense aux nouveaux salariés qui ont peut-être où il faut se poser la question de la pertinence du télétravail dans la phase d'intégration, mais aussi des alternants qui ont besoin d'avoir un tuteur à leur côté. Donc, c'est des questions qu'on se pose, c'est pas interdit, hein, c'est des questions à se poser. Également, les salariés en situation de handicap ou de maladie invalidante. Alors, pour les trois, et les aidants familiaux, alors les handicapés et les aidants familiaux, c'est de dire justement le télétravail ils peuvent être traités différemment dans le cadre du télétravail pour justement tenir compte de leur situation particulière. Et puis, d'une manière générale, d'être vigilant à l'égard des salariés qui sont en situation de fragilité. Voilà pour ce qui est des recommandations de l'accord cadre de l'accord national interprofessionnel. Alors, merci Marine. Je récolte une question sur le fil de discussion qui s'affiche sur la droite de votre écran. J'en profite pour vous repréciser cette fonctionnalité. Vous pouvez bien sûr poser vos questions tout au long de l'intervention de nos experts. Nous ne manquerons pas de les mettre en avant ou d'y répondre en fin de présentation. Alors, une question pour toi, Marine. Oui. Quelle est la forme de la fameuse prise en charge que tu as évoquée pour les frais afférents au télétravail? Facture d'achat de matériel, plafonnée ou non, compensation mensuelle forfaitaire. Y a-t-il un choix pour l'entreprise concernant cette prise en charge? Voilà, je te laisse répondre à notre interlocuteur Thomas Bardet. Alors, en fait, l'accord et la loi sont sont muets sur le comment faire. Effectivement, l'accord national interprofessionnel dit tous les frais inhérents au télétravail qui seraient
engagés par le salarié doivent être remboursés. Donc, on peut imaginer assez simplement, un peu basiquement, des remboursements de notes de frais, en quelque sorte. J'ai dû acheter 3 mètres de papier pour l'imprimante. Je suis remboursée sur note de frais. Je dois acheter une cartouche d'encre. Je suis très imprimante là. Voilà, bon. On parle bien de frais supplémentaires. Alors, je vais être un peu partisan, hein, mais enfin, vraiment, je vais avoir une attitude partisane, mais pour moi, la box, hein, parce que ça avait été vraiment la box, la connexion Internet, la connexion Internet, si le salarié en dispose, et c'est souvent un préalable, évidemment, à vérifier qu'il ait bien une connexion Internet de qualité, il a déjà une connexion familiale, rien n'oblige, pour moi, il n'y a pas de frais supplémentaires. Donc là, il n'y a pas de prise en charge légale qui est prévue. Rien n'empêche évidemment à un employeur d'aller au-delà et de prendre en charge une quote-part. Alors seulement une quote-part, hein, parce que vous savez que autrement on rentre dans la catégorie en avantage en nature. Si vous prenez la totalité de la box en charge, alors qu'il s'en sert à titre privé, on va dire à 50%, ça ne sera pas valable au titre des cotisations de sécurité sociale. Donc prendre une quote-part, c'est tout à fait possible, mais ce n'est pas indispensable parce que ce ne sont pas des frais supplémentaires. Alors, on va attendre de voir aussi comment la jurisprudence se positionne là-dessus. On n'a pas de recul. Mais vraisemblablement, ce ne sont que les frais supplémentaires. Donc, ça peut être effectivement des frais nouveaux. Ça peut être des outils. Il y a des entreprises qui vont très naturellement, moi, celles que je connais, qui ont mis en place le télétravail de manière pérenne, elles ont fourni ordinateur portable, téléphone portable. Souvent, elles n'ont pas fourni d'imprimante. La volonté n'était pas d'imprimer, justement, avec une démarche plus écologique. Bon, mais on peut aussi avoir des entreprises qui vont utiliser les outils privés du salarié. Alors, c'est possible, c'est légalement prévu. Dans ces cas-là, il va y avoir une sorte de prise en charge forfaitaire, une quote-part du coût de l'ordinateur pour son utilisation pour le travail. Et là, ça va soit faire l'objet de la négociation si c'est un accord collectif, soit des fixations avec des règles URSSAF, en fait, de prise en charge partielle. Voilà, donc ça peut être du forfait, ça peut être des frais réels, mais il faut vraiment se dire qu'est-ce que je prends en charge et qu'est-ce qui est supplémentaire. On peut presque arriver, en tout cas, moi j'ai 2 exemples vraiment à l'esprit, 2 exemples où il n'y a pas de frais supplémentaires. Ils ont fourni le matériel de base nécessaire, il n'y a pas d'autre matériel que doit fournir le salarié et ils ont juste besoin d'une connexion Internet. Voilà. Très bien. Merci Marine. Alors Laurent, est-ce que poser un cadre clair, prévoir des règles précises autour du télétravail suffit à garantir les bonnes conditions d'exercice du télétravail? Alors on pense aux télétravailleurs, mais on va aussi parler de son manager et du chef d'entreprise. Tout à fait. Nous allons commencer par s'interroger, se poser 2 questions. Qu'est-ce que cela apporte ou peut apporter à votre entreprise de mettre en place le télétravail? Et pour ceux qui l'ont déjà mis en place, pourquoi le pérenniser au-delà de la crise Covid? Donc, au-delà du cadre légal présenté par Marine, le télétravail présente des opportunités, mais aussi des points de vigilance ou des limites pour tout dirigeant d'entreprise. Nous allons commencer donc par balayer quelques opportunités que cela peut représenter. C'est la diminution de l'absentéisme et des impacts liés au retard. Autre conséquence induite, le télétravail réduit de fait les risques d'accidents de travail et d'accidents de trajet. Il permet également une réduction des coûts de structure. Alors c'est vrai que majoritairement ce sont des grandes entreprises qui l'ont utilisé parce que ça leur permettait de réduire les surfaces de locaux et donc de diminuer leur loyer ou de diminuer leur facture énergétique. Et également des frais liés au transport qui peuvent être réduits pour l'entreprise qui paie un certain nombre de déplacements ou de frais de stationnement pour ses salariés dans le cadre de leur venue au travail. Un autre point, c'est que le télétravail peut se présenter comme un vecteur de qualité de vie au travail, donc en prenant en compte bien sûr le bien-être et les attentes des collaborateurs. Il permet donc dans ce cadre de limiter des trajets domicile-travail, de réduire les sollicitations répétées pour travailler dans un environnement plus calme et donc d'autoriser une plus grande flexibilité pour concilier vie perso et vie pro. Et donc ce qui peut travailler, je dirais, à la marque employeur et à la fidélisation des salariés. C'est également la possibilité d'engager une démarche RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, par la réduction des impacts environnementaux liés au transport
et le développement de l'emploi des personnes handicapées. Marine l'a évoqué il y a quelques instants. C'est vrai que ça permet également aux salariés d'être plus productifs, en tout cas quand l'organisation de télétravail est adaptée. Sur les points de vigilance, donc il est important que ce cadre de travail soit déterminé en amont, donc anticipé afin d'éviter des dérives. Donc l'important, c'est de réaliser un état des lieux des conditions de travail en distanciel. Marine, tu en parles également tout à l'heure, de vérifier que les salariés ont une connexion Internet suffisante, que l'ergonomie des postes de travail soit correcte. C'est également donc l'utilisation d'outils informatiques et de connexions à distance adaptés, donc les PC portables, les connexions à distance, l'utilisation donc de logiciels qui soient optimum, et également la possibilité de suivre cette activité de télétravail par des logiciels de gestion de temps et d'activité. Pour arriver en tout cas à ce point d'efficacité, c'est bien entendu avoir un niveau de maîtrise des outils informatiques collaboratifs, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les salariés. Et puis, autre point, par cette activité de télétravail, avoir une vigilance sur les risques psychosociaux qui peuvent en résulter, c'est-à-dire l'isolement, la sursollicitation des salariés, la perte de repères traditionnels avec les collègues, mais également cette délimitation vie privée, vie professionnelle qui peut, impacter le moral des équipes, tout comme l'apparition de troubles musculo-squelettiques par une posture, je dirais, trop accentuée, assise, et qui peut, nuire aussi à la bonne santé de vos salariés. Alors, on va aborder un peu plus précisément le management en télétravail, mais je vais revenir sur un élément quand même déterminant, c'est que manager les équipes en télétravail, ça revient à manager le télétravail à distance en ayant quelques points d'attention supplémentaires. Le recours plus important au télétravail donc confronte le dirigeant et le manager aux enjeux du management à distance. Donc certains s'y sont rodés avant la situation de pandémie, d'autres se sont adaptés et ont apprivoisé ce mode de management en cours de route. Nous allons donc partager quelques bonnes pratiques, tout en rappelant l'évidence qu'un excellent manager en distanciel est aussi et surtout déjà un excellent manager en présentiel. Il tient cependant plus précisément compte des ajustements liés au contexte de travail. Donc, quelques leviers à activer dans le cadre du management du travail. C'est d'avoir un pilotage qui soit en tout cas efficient. Ça se concrétise de toute façon simplement. C'est qu'il faut redéfinir, Marine en parlait il y a quelques instants, les postes ou les missions qui s'accordent avec le télétravail. Le même métier dans deux entreprises différentes ne relève pas les mêmes contours de poste. Par exemple, une assistante commerciale dans une entreprise de transport ou dans un centre de formation ne pourra pas nécessairement caler les mêmes proportions de télétravail. Et donc, avant tout, il faut penser activité, mission, plutôt que métier, mais aussi organisation de travail dans cette configuration spécifique du télétravail. Et il est important pour le manager de préciser ce qu'il attend de chacun de ses collaborateurs en termes de mission et de résultats. Donc, un point également important, c'est de déterminer le degré d'autonomie des collaborateurs. Passer un collaborateur junior fraîchement arrivé dans l'entreprise en télétravail, ce n'est peut-être pas la meilleure des hypothèses. Mais ce qui va être important, c'est de clarifier dans tous les cas les zones de responsabilité et les délégations de tâches qui sont afférentes aux travailleurs en télétravail. Donc, c'est que la situation de télétravail va modifier certains paramètres et donc il est quand même important de s'y pencher au préalable. Bien entendu, piloter, c'est mettre à disposition des outils de pilotage pour assurer le suivi de l'activité et de l'organisation. Donc, on peut mettre le focus à la fois sur des indicateurs quantitatifs, des indicateurs de productivité, mais également qualitatifs sur la satisfaction des salariés à réaliser leur mission. Donc, il sera peut-être important également de privilégier un management sur les objectifs, mais en s'intéressant aux attendus de travail, en déterminant des objectifs intermédiaires sur les moyens et les délais, du fait des contraintes spatiales et temporelles, bien entendu, différentes. Et il est également
assez important de donner une plus forte latitude et une autonomie en télétravail parce que le collaborateur peut faire face à certains aléas et donc il est bien de mettre un cadre en tout cas à la résolution de cela. En tout cas, piloter, c'est également adapter ses pratiques managériales avec les équipes sur site et en télétravail. Parce que c'est vrai que dans certains contextes d'entreprise, le manager est en charge de gérer ces deux configurations. Donc, il faudra s'assurer plus spécifiquement sur les salariés en télétravail, de trouver un management qui sera renforcé, mais qui ne sera pas, si possible, perçu comme trop intrusif, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir cette tentation d'être un peu plus surveiller ses collaborateurs, mais ce n'est pas forcément ce qui sera le plus constructif et équitable pour mener à bien son équipe. Donc, c'est vrai que l'élément aussi primordial, c'est que le manager, dans ce contexte, joue le rôle d'un facilitateur entre les deux contextes de travail et qu'il s'assure de créer des passerelles entre les différentes équipes afin de les garder mobilisées et de maintenir un niveau de cohésion d'équipe. Sur l'organisation et la régulation du télétravail, il est important de définir bien sûr les modalités de télétravail, le nombre de jours par semaine, les horaires qui peuvent être modifiés au regard de l'activité présentielle. Et donc, il est important de structurer cette organisation et la récurrence du télétravail. Il est également un point, c'est de fixer des règles de fonctionnement et d'harmoniser les méthodes de travail. La cohésion d'une équipe à distance se construit dans la cohérence de son système d'organisation et donc il n'y a pas de performance possible sans harmoniser, en tout cas ou sans mettre en place des règles du jeu. Donc le management à distance demande plus de structuration et de pédagogie qu'à l'accoutumée. Donc définir ces règles de fonctionnement, c'est définir des règles en matière de reporting, de coordination, de contenu et de suivi de réunion. C'est adapter les process, gérer aussi les données qui sont transmises et également les circuits d'information. L'organisation et la régulation, c'est aussi suivre et réguler la charge de travail dans la dimension collective et individuelle des salariés. Donc, cette supervision est nécessaire pour réajuster l'écart entre le travail prescrit et le travail réel. Dans ce cadre, il est préférable de favoriser un management plutôt d'équipe et de limiter donc cette tentation d'être sur un micromanagement ou un surcontrôle du collaborateur individuel. Le management télétravail, c'est également de la coopération et du collectif. C'est ce dont j'ai commencé à évoquer. Former les collaborateurs à travailler avec les outils collaboratifs, c'est-à-dire à la maîtrise des outils tels que Teams, Zoom, Google Drive, Slack, pour qu'ils puissent en tout cas se saisir de cette nouvelle organisation. C'est également développer l'entraide et la coopération d'équipe à distance. Donc, il y a une véritable nécessité de maintenir le lien entre les différentes strates de l'entreprise, donc le management intermédiaire, de proximité et les collaborateurs. C'est aussi maintenir ce lien entre les différents services en vue de conserver le sentiment d'appartenance à une même entité. D'autant plus si une partie des collaborateurs est en présentiel et l'autre en distanciel. L'esprit d'équipe est primordial pour garder l'implication et la cohésion d'équipe. Alors, cette coopération, elle peut se traduire par des phases de travail en binôme, travail en mode projet également, et également des temps d'échange, de pratiques et de retour d'expérience qui sont nécessaires. Pour définir ce cadre à la coopération, il faut s'attacher déjà à définir ou à déterminer quelques éléments, donc le potentiel des collaborateurs et leur degré d'appétence pour certaines activités, et la répartition des responsabilités de la charge de travail, bien entendu avec un focus sur les besoins et les attendus liés à la mise en place de cette coopération. Donc il faudra, en l'occurrence, fixer et déterminer des objectifs collectifs qui soient forts, parce que ça permet à chacun de connaître sa contribution à la réalisation finale et d'amener en tout cas à performer. Pour cela, j'irais poser des étapes intermédiaires, découper les objectifs en des périodes plus courtes que vous ne le feriez habituellement.
le management du télétravail, c'est également de la communication interne et des outils qui sont utilisés. Donc, dans les outils utilisés, donc il faut s'accorder sur un mode de fonctionnement en matière de diffusion de l'information. Dans un cadre de télétravail, il est quand même nécessaire d'avoir une maîtrise des différents outils, et principalement des outils de communication à distance. Donc, il faut penser à mettre en place du tutorat pour uniformiser la prise en main de ces outils. Par ailleurs, donc, dans ce mode de fonctionnement en matière de diffusion d'informations, le manager assure un rôle central dans la gestion des flux et dans la mise en œuvre d'un cadre fonctionnel entre les collaborateurs. C'est à quel moment faut-il utiliser quel outil et déterminer les moyens de communication appropriés, le type d'informations transmises. Est-ce qu'on communique plus par messagerie électronique pour certaines petites infos, mais par contre, voilà, on va passer un temps de réunion en visio pour vraiment débriefer certaines situations de travail. Il est également important d'opter pour des réunions des réunions surtout en visioconférence, qui soient courtes, quitte à les rendre plus fréquentes. Donc, c'est-à-dire qu'on met en place peut-être des nouveaux rites et des nouveaux rythmes, je dirais, de communication au sein des équipes. Le manager à distance donc, sera utilisé des temps forts, comme des réunions en visio, des entretiens individuels, des points flash, mais aussi des temps des temps faibles, des échanges un peu plus informels, des pauses café virtuelles, qui permettent une bonne alternance et qui permettent aux deux approches de se renforcer mutuellement. S'appuyer sur une communication fonctionnelle en formalisant également certaines informations, puisqu'on est beaucoup dans la transmission à l'oral en visio, mais il est quand même important de formaliser par écrit, par mail, via une note de service, un certain nombre d'informations. Par ailleurs, dans le cadre justement d'échanges vraiment distanciels, plus qu'à l'accoutumée, le manager va devoir aussi s'attacher à bien reformuler donc l'information et en tout cas vérifier qu'elle soit comprise par tous. Et pour finir, le management du télétravail, c'est à la fois s'assurer d'avoir un feedback et reconnaître les participations, les contributions de chacun. Donc, c'est mettre en place donc un suivi régulier, individualisé des collaborateurs. Il est important donc de suivre leur charge de travail par un échange régulier, sonder leurs besoins, leurs ressentis, les difficultés qu'ils rencontrent. Mais c'est, je pense, aussi identifier les salariés ressources au sein de l'entreprise qui peuvent véritablement apporter une plus-value au collectif. C'est être dans une posture, comme tout manager, une posture d'écoute et de recherche de solutions. Donc, c'est apporter un soutien renforcé à ceux qui en ont besoin. Savoir ce management à géométrie variable. Certains ont besoin de plus de feedback, d'autres préfèrent plus de distance pour motiver et encourager. Donc, c'est vraiment s'adapter plus que jamais à l'individu et aux situations. Et cela permet aussi de récolter de nouvelles idées et s'engager dans la recherche de solutions et donc anticiper les futurs changements organisationnels, par exemple. Et puis, pour finir, ça va être, comme je vous le disais il y a quelques instants, valoriser donc la somme des contributions individuelles au-delà des résultats et qui seront centrées sur le travail accompli en vue de préserver donc l'engagement, la cohésion et la motivation du collectif de travail. Et donc, c'est, je dirais, travailler dans ce but aussi à la fidélisation des salariés. Super Laurent. Alors, on comprend bien en t'écoutant que le manager est une ressource clé dans le bon fonctionnement de cette organisation de travail à distance. Nadia nous pose une question concernant la formation de ces managers. Donc, je lis la question et je la mets sur le devant de la scène. Quelle formation a été prévue pour les managers pour le management à distance? Les managers ont-ils les moyens pour piloter correctement? Alors, peut-être qu'un bout de réponse est sous-entendu dans la question, mais objectivement, existe-t-il des formations pour ces managers et l'exercice de leur mission de management à distance? Alors, à ma connaissance, je connais plus des formations sur je dirais classique sur le management à distance. Pour le moment, je n'en connais pas. Mais je pense qu'il faut fouiller plutôt dans le registre RNCP. Il y a certainement des choses qui doivent être accessibles
pour peut-être adapter en effet le management aux spécificités du management à distance. Et comme ça, si je peux me permettre, alors ce n'est pas une réponse tout à fait à la question, mais je rejoins l'interrogation que se pose cette personne. Il y a une obligation générale de formation qui incombe à l'employeur. Et effectivement, si l'employeur met en place le télétravail, il doit donc mettre en place les outils pour que le télétravail se déroule bien. Et la formation des managers, je pense, en est une. Effectivement, c'est une bonne question à se poser, voire une obligation. Alors, je pense qu'au minimum, si aujourd'hui les catalogues de formation n'ont pas encore réagi, ne proposent pas encore des formations pour les managers à distance, bon, il faudrait chercher. Moi, j'en connais pas non plus, mais à mon avis, où c'est sur le point d'exister, où ça a commencé à exister. Mais au minimum, un module management sur la délégation et sur vraiment la délégation et sur le brief, le débrief, ce type de choses, et sur la communication. Je pense que ces deux formations, si le reste à distance spécifique n'existe pas encore, sur la notion de délégation et de communication, me semble impérative. Alors, je me permettrai même de compléter vos réponses, puisque l'interlocuteur dédié en la matière, pour vous, Nadia, comme pour tout chef d'entreprise, c'est l'OPCO, l'organisme financeur de la formation professionnelle et véritable partenaire de l'entreprise qui saura vous orienter vers des prestataires qui, à coup sûr, ont adapté leur catalogue de formation pour répondre à ces nouveaux enjeux, étant précisé que le management à distance, ce n'est pas réellement une nouveauté, puisque les entreprises multisites déployaient déjà du management à distance. Et la distance physique existe depuis fort longtemps entre employeurs ou managers plus précisément et salariés en fonction de la configuration de l'entreprise. Donc ce n'est pas une question qui est si nouvelle et l'OPCO saura vous orienter dans votre recherche de solutions auprès des prestataires spécialistes. Alors une autre question sur finalement le même sujet, même point de performance du télétravail, le management à distance. C'est Sarah qui nous dit dans le fil de discussion, alors c'est pas vraiment une question, en fait c'est plus une remarque, le management à distance est le même que le management en présentiel. Peut-être Laurent, tu peux repréciser très rapidement les quelques spécificités et donc attendus professionnels pour le management à distance. Oui, dans ce cadre, il faut juste renforcer certains items, donc c'est-à-dire avoir un suivi plus régulier, plus fréquent des collaborateurs. Je dirais, formaliser peut-être plus les attendus et les moyens surtout d'y parvenir. C'est avoir un carnet, en tout cas, une fiche de route, en tout cas, une feuille de route qui soit peut-être plus explicite quand on est en télétravail. Une question, c'est René Busson qui vous interroge sur un aspect réglementaire. Comment intégrer l'évaluation des risques pour les salariés en télétravail, donc évidemment dans le document unique qui répertorie les risques professionnels, et quid de la consultation du CSE sur certains éléments qui vont toucher à la vie privée des salariés qui télétravaillent. Je vais prendre la parole. Alors, très intéressante cette question parce que, alors, je vous ai pas transmis l'intégralité de l'accord national interprofessionnel qui vient d'être conclu, mais il prévoit effectivement la nécessité de transposer comme le télétravail doit être listé parmi un facteur de risque dans le document unique. Donc, je ne réponds pas à comment là, mais en tout cas, il faut le faire. Donc, effectivement, le télétravail doit être pris en compte. Alors, l'ANMI a une approche, c'est très laconique, ce qui est sur le télétravail et le document unique, c'est très laconique. Il vise plutôt la situation du télétravail en général et pas du domicile du salarié. Je crois que les partenaires sociaux n'ont pas voulu aller sur ce terrain d'aller vraiment chez le salarié pour vérifier comment est installé, est-ce qu'il a des fenêtres, est-ce qu'il a un bon fauteuil, etc. Ils ont voulu éviter justement un peu cette discussion polémique sur les conditions de travail, même si ça peut être nécessaire d'être abordé. Enfin, c'est à chacun de voir si en négociation, alors si c'est une négociation, les partenaires sociaux vont peut-être aborder cette question. Sinon, l'employeur n'est pas tenu de pénétrer chez le salarié. Mais
envisager le télétravail comme un facteur de risque. Je pense plutôt à l'isolement, au manque de déconnexion, à la limite vie privée, vie professionnelle. Et là, il y a des outils. Et comment l'envisager? Pour moi, c'est à l'isolement, justement, les numéros contacts, les numéros d'urgence, un service RH disponible, alors peut-être pas du 24-24, mais enfin vraiment des numéros d'urgence, des contacts réguliers avec son manager, c'est aussi un moyen d'éviter l'isolement, des réunions collectives, c'est aussi une charte de déconnexion. Alors, de toute façon, ce n'est pas écrit comme un préalable nécessaire, mais c'est sous-entendu. C'est-à-dire que pour mettre en place le télétravail, il faut avoir prévu la déconnexion. Il faut une charte de déconnexion et la bienvenue de l'accord sur la déconnexion. Donc ça, ce sont des éléments pour limiter les risques liés. Après, vraiment les aspects plus individuels ne sont pas traités dans l'ANI et je ne suis pas certaine qu'il soit recommandé d'aller sur ce terrain-là parce que l'employeur, de toute façon, n'aura pas la connaissance et même le droit de pénétrer au domicile du salarié. Donc, la confidentialité, pour moi, elle ne se pose pas parce qu'en fait, l'employeur n'aura pas connaissance vraiment de la configuration précise des lieux. Est-ce qu'il y a des câbles dans tous les sens? Est-ce qu'il y a des travaux chez le salarié? Il n'a pas à le savoir. On est sur la vie privée. Très bien, merci pour cette précision, Marine. Thomas rebondit sur notre propos concernant le management à distance. Finalement, nous dit-il, pourquoi un suivi différent et accru plutôt que de faire confiance au salarié pour son implication dans son travail lorsqu'il est en télétravail? Alors, ce n'est pas une perte de confiance, ce n'est pas une défiance par rapport à la confiance du salarié, mais c'est plus le fait de véritablement être un appui pour le collaborateur qui ne pourra pas échanger peut-être de façon aussi intuitive par de la communication informelle tout au long de la journée et qui peut se retrouver un peu plus en difficulté dans ce cadre-là. Et finalement, c'est véritablement l'accompagner à trouver, en tout cas à s'épanouir dans une situation de télétravail plus qu'à vérifier dans le micromanagement. Donc c'est plus un accompagnement qu'une supervision. Exactement. Très bien. Dans l'attente d'une question supplémentaire, moi je vais me permettre de vous en poser une. Donc c'est vraiment une question pratico-pratique, très simple. Si je suis employeur, mes salariés télétravaillent et un de mes salariés a un accident de vélo à 15h30 en se rendant à la pharmacie pour aller chercher des médicaments pour son épouse qui est atteinte de la Covid. Est-ce un accident du travail? Un accident de trajet? Comment qualifier cet accident? Je crois que c'est pour moi. C'est cadeau. La définition de l'accident du travail, qu'on soit en télétravail ou au travail, c'est par le fait ou à l'occasion du travail. Donc, le salarié, on va dire qu'il est sur ses heures où il est censé être joignable, j'imagine. C'est pour ça qu'Emmanuel, tu me poses la question. Il est 15h30. Voilà, il est 15h30. J'imagine que les plages où il peut être joint, allez, on va dire, c'est de 9h à midi et demi et de 14h à 17h ou 18h. Donc, il est 15h30, il est censé être joignable. Donc, il est censé travailler. Bon, alors ça, on va le traiter après. Pourquoi il était à la pharmacie alors qu'il était censé travailler et censé être joignable? Alors, peut-être qu'il a un téléphone portable. Bon, voilà. Donc, effectivement, il y a une présomption d'accident de travail. Tout accident qui se déroule au temps de travail, là, on n'a plus la notion de lieu. Mais la différence, c'est que c'est une course privée. Il n'y a pas, à moins qu'il y ait un lien avec la pharmacie pour l'entreprise. Donc, ce n'est pas un accident qui est intervenu à l'occasion du travail. Donc là, on revient à la définition simple, me semble-t-il, de l'accident de travail. Il est certes aux horaires de travail, mais pour un fait qui est totalement déconnecté et qui est en lien avec la vie privée. Donc, n'ayant pas de lien avec le travail, ce ne sera pas un accident de travail, selon moi. Après, j'aurai peut-être des surprises, mais c'est vrai qu'il peut y avoir une présomption. Alors, c'est plutôt en fait dans le cas où on contesterait un accident de travail qui nous semble un peu crédible, que l'employeur décide de contester au départ, s'il y a une seule déclaration à 15h30, il ne dit pas qu'il est allé à vélo à la pharmacie, c'est un accident de travail. Mais s'il explique que c'est parce qu'il est à la pharmacie que c'est un accident de vélo, là, en revanche, ce n'est pas l'occasion du travail, donc pour moi, ce n'en est pas un. Voilà. Très bien, merci. Alors, nous réitérons notre invitation à nous transmettre quelques questions.
concernant l'exercice du télétravail dans le fil de discussion, dans l'espace sur la droite de votre écran, afin que nos experts puissent vous répondre. Vos présentations étaient si complètes qu'elles ne laissent planer aucun doute. Il n'y a plus de questions. Moi, j'en ai une autre, sinon, dans la manche. Alors, j'y vais, puisqu'on me laisse la place. On a évoqué tout à l'heure le document unique qui répertorie les risques professionnels. Je vais mettre en focus sur le risque psychosocial. Et dans ce contexte, cette organisation du travail à distance, celui-ci peut être présumé comme accru si je détecte, sans vraiment le qualifier, mais je détecte un mal-être ou, oui, on va dire un mal-être pour un de mes salariés en télétravail qui est mon interlocuteur institutionnel. Est-ce que c'est la directe? Est-ce que c'est la médecine du travail? Est-ce que c'est la chambre du commerce ou des métiers? Voilà, qui peut m'aider pour qualifier la situation et y apporter une solution pour mon salarié? Alors, l'interlocuteur logique et cohérent dès qu'on parle de santé, que ce soit la santé mentale ou la santé physique, puisque l'employeur, je vous le rappelle, a une obligation générale aussi de sécurité, à la fois la sécurité physique et mentale de ses salariés, eh bien, c'est le médecin du travail. C'est évidemment le médecin du travail qui est la personne ressource et qui va pouvoir vérifier, identifier, résoudre, vous aider à traiter Mais alors, en parallèle, je reviens à ce que présentait Laurent, c'est-à-dire aussi aux choses à mettre en place, c'est-à-dire qu'en management, donc l'isolement, mettre en place des solutions d'appel, de contact, joindre régulièrement les salariés. Moi, j'ai été atterrée, je crois que je l'expliquais quand on a préparé ce webinaire, j'ai eu l'exemple d'une société, d'une personne qui se plaignait que son manager ne l'avait pas appelé pendant le premier confinement. La situation était très particulière, on le sait, mais bon, n'avait pas été joint par téléphone et n'avait pas eu le son de la voix pendant 2 mois et demi de son manager. Bon, ça, je pense que, voilà, donc déjà, si on identifie, peut-être corriger déjà en termes managérial et en termes d'outils, peut-être qu'il n'y a pas de charte de déconnexion, peut-être qu'il n'y a pas de brief régulier, etc. Bon. Et ensuite, la personne ressource évidente, c'est la médecine du travail qui est vraiment là pour vous accompagner, pas que sur les aptitudes physiques, vraiment aussi la santé mentale des salariés. Ok, entendu Marine. Sur ce domaine de la responsabilité de l'employeur, Thomas nous pose une question. Si un collaborateur utilise son ordinateur personnel et que des données de l'entreprise y sont dérobées, quid de la responsabilité de la sienne, celle du salarié et celle de l'employeur? Oui, c'est ce qui nous ferait dire, la question de Thomas nous ferait dire que si on peut privilégier un ordinateur professionnel, c'est quand même beaucoup mieux. Moi, c'est la recommandation que je ferais. C'est pas forcément possible, je l'entends, mais c'est vraiment. Moi, je déconseillerais fortement à une entreprise de ne pas mettre à disposition les outils professionnels et d'avoir une charte d'utilisation des outils professionnels. C'est prévu dans l'accord national interprofessionnel, qui est les règles d'utilisation. Mais les règles d'utilisation, ça vaut quand on est sur un outil professionnel. Effectivement, sur un outil privé, quid. Donc, déjà, c'est dangereux. Alors bon, maintenant, si on n'a pas d'autre choix, l'accord national interprofessionnel vient un peu en soutien, en réponse à cette interrogation. Il dit que l'entreprise doit mettre en place des protocoles de sécurité, et elle ne spécifie pas que le matériel soit professionnel ou privé, des protocoles de sécurité avec systèmes de pare-feu, des systèmes de connexion à distance, redoubler de... Moi, je ne suis pas très professionnelle là-dedans, mais de sécurité informatique, mettre en place vraiment des protocoles informatiques très sécurisés pour éviter en fait ce type de risque. Mais évidemment, ils seront multipliés avec Alors, la responsabilité, je pense que si il y a un protocole qui a été mis en place, que l'employeur qui a été entériné,
et qu'il n'est pas respecté, par exemple, le salarié ne respecterait pas les consignes, et bien évidemment, il engagerait sa responsabilité parce qu'il n'aurait pas rempli ses obligations et les règles qui ont été fixées. Si en revanche, il n'y a aucun protocole, il n'y a aucune consigne, il n'y a aucune notice d'utilisation, chacun est livré à lui-même et fait avec son bon sens, je ne vois pas comment on pourrait engager la responsabilité d'un salarié qui se ferait dérober des données parce qu'il laisse, par exemple, son ordinateur allumé toute la nuit. On sait que les hackers, ils hackent la nuit. Voilà. Donc, s'il n'y a pas une règle d'utilisation qui dit éteindre les écrans systématiquement tous les soirs, enfin les ordinateurs, etc., on ne pourra pas engager sa responsabilité. En revanche, s'il y a des protocoles qui encadrent tout cela, on sera beaucoup plus, effectivement, beaucoup plus sécurisé. Entendu. Merci pour ces préconisations. Parlons de la médecine, nous reparlons de la médecine du travail. Un salarié peut-il demander au médecin de venir le conseiller sur ses conditions de travail à son domicile? Interroge René. Oui, eh bien René m'interroge, oui. Merci, honnêtement, je me suis jamais posé cette question-là. Je me dis pourquoi pas, mais je le vois mal. Alors, je vais essayer de raisonner plutôt. Alors, honnêtement, je n'ai pas la réponse à cette question. Elle risque de se poser. Pourquoi pas? Alors, si c'est à la demande du salarié, effectivement, on n'est plus du tout dans le domaine de la vie privée. Bon, voilà, c'est lui qui veut. Bon, je doute que la médecine du travail. Alors maintenant, le médecin du travail, il est aidé d'une équipe pluridisciplinaire. C'est pas forcément lui. Ça peut être l'infirmière, l'ergothérapeute, etc. Donc, peut-être que dans l'équipe pluridisciplinaire, il y aura des personnes suffisamment disponibles, parce qu'aujourd'hui, quand on voit les agendas et les difficultés à avoir des rendez-vous avec le médecin du travail, quand on voit qu'elles se sont espacées, ces rendez-vous de visite médicale obligatoires pour permettre aux médecins du travail de faire leur boulot, je vois mal comment on pourrait les solliciter pour aller au domicile de chacun pour donner des conseils. Non, je n'imagine pas la disponibilité de l'équipe de médecine du travail pour aller au domicile de particuliers. En fait, on multiplierait par autant de collaborateurs l'obligation, quand il fait la visite de l'entreprise avec la fiche entreprise. Donc, je l'imagine mal. Je ne pense pas que ça soit possible. En revanche, avec l'accord d'un salarié, pourquoi pas imaginer, ça aussi, ça peut faire l'objet d'une concertation avec les salariés ou d'une négociation, pourquoi pas imaginer, alors aux frais de l'entreprise, c'est pareil, de solliciter un ergothérapeute notamment, ou un ergonome du travail pour les salariés qui le souhaitent, avoir des conseils pourquoi pas. Mais la médecine du travail, j'en doute parce que je pense que ça ne rentre pas dans leurs attributions et surtout, il y aura un problème de disponibilité. Et bon, je ne suis pas sûre de moi sur cette réponse, j'avoue que je n'ai jamais je ne me suis jamais posé cette question et cherché à y répondre de manière juridique formelle. Voilà. Ok, peut-être ce qui peut apporter une réponse, c'est certainement la médecine du travail elle-même, sur son champ d'intervention, voire qu'elle peut flécher vers d'autres interlocuteurs. Très bien, merci en tout cas Marine. Il nous reste 2 minutes pour conclure sur ce sujet, donc le télétravail. La commission conseil de la CPME reste à votre disposition, adhérents de la CPME Gironde, via les moyens de communication que vous connaissez pour répondre à toutes questions complémentaires et vous soutenir sur un premier niveau de conseil dans la mise en place, l'organisation et le management du télétravail dans vos organisations. Un grand merci à nos intervenants aujourd'hui. Marine Duclos, merci. Avec plaisir. Et Laurent Palmentier, merci. Merci Manuel. Merci Manuel. Avec plaisir. Chers adhérents, nous nous retrouvons sur un nouveau numéro des webinaires de la commission conseil à destination des TPE-PME dans une semaine, donc même pas, dans 4 ou 5 jours, mardi 15 décembre, déjà, nous vous retrouvons sur un sujet assez technique. L'arrêté des comptes 2020 et les budgets prévisionnels dans un contexte de crise économique. Le cabinet d'expertise comptable ACOM et le cabinet Miquignon, administrateur judiciaire, interviendront pour vous apporter conseils et préconisations. Merci de votre écoute. À bientôt.